Bienvenue à tous à cet épisode spécial de Questions d'Actus, un épisode spécial Forum de Paris sur la paix qui pour la première fois se tient en terre africaine ici dans ce campus ultra moderne de l'Université Mohamed VI Polytechnique à Ben Guerir. C'est une organisation internationale, ce Forum de Paris sur la paix qui réunit des décideurs politiques mais aussi des décideurs économique, sans oublier bien naturellement, nous sommes dans une université, des académiciens de haut rang pour discuter de sujets qui touchent à ce qui se passe un peu dans le monde entier, particulièrement en Afrique. Le thème choisi pour cette réunion du printemps du Forum de Paris sur la paix est celui des transitions. Transition énergétique, transition économique, mais aussi transition agricole. Et c'est un sujet vital pour les 54 pays de notre continent. Nous profitons de notre présence ici pour poser quelques questions aux principales parties prenantes de ce Forum de Paris sur la paix. Et c'est un immense plaisir que de l'accueillir une nouvelle fois sur le plateau de Questions d'Actu et sur les plateaux de Média TV. Il s'agit du président de l'Université Mohamed VI Polytechnique, Hicham Habté. Bonjour et merci de répondre une nouvelle fois aux questions de Média TV. Merci beaucoup pour l'invitation et marhaba ici à l'UM6P. Allah yibarak fik, et on se sent vraiment bien ici. Et c'est une fierté nationale et continentale qu'est ce campus et cette université Mohamed VI Polytechnique. Alors, d'ailleurs, en février dernier, l'UM6P avait lancé le Science Week autour du thème de la transition. Est-ce qu'on peut dire, Hicham Habté, que ce forum de Paris sur la paix est en fait une espèce de continuité d'une initiative lancée par l'université il y a quelques mois, 4 mois exactement, ici même à Ben Guerir? Effectivement, vous l'avez bien dit, nous avons organisé le mois de février 2024 la 4e édition de la Science Week, la semaine de la science, autour de la thématique de la transition. Et transition avec entre parenthèses S, parce qu'il y a plusieurs transitions. Et il s'avère, c'est un pur hasard en fait, que la thématique a été choisie quelques temps avant cette réunion du printemps du Paris Peace Forum et autour des transitions justes. Donc ils ont maintenu le terme pluriel transition, il y en a plusieurs. On a ramené l'élément juste et on va en parler après. Tout ça en fait, il n'y a pas de hasard, en fait il y a une continuité en termes d'esprit. À savoir, nous sommes dans une période où le continent africain, mais il n'y a pas que le continent africain, le monde est appelé à vivre une transition de A vers B liée à tout ce qui se passe en termes de changement climatique, en termes de l'impact de ce changement climatique sur l'agriculture, sur la santé et sur d'autres sujets. Et l'avantage que nous avons en tant qu'institution du M6P, c'est d'avoir des chercheurs, vous l'avez dit, il y a des académiciens qui travaillent vraiment sur la thématique sur différents angles. Donc, soit l'angle de l'agriculture, soit l'angle de transition humaine en termes de développement, en termes d'éducation, que ce soit le terme de l'énergie, que ce soit le terme de la santé. Et donc, la thématique de la transition au centre de tout ce que nous faisons ici à l'UM6P, aujourd'hui, une autre chance en fait, d'exprimer sur quoi on travaille, de partager les résultats de notre réflexion avec l'ensemble des parties prenantes du forum. En parlant de résultats de la réflexion, comment aboutir à du concret? Après ce genre de discussion, il faut dire que vraiment les choses sont dites. Nous avons assisté à certaines discussions en marge donc de ce forum de la paix, sur la paix plutôt. Comment passer à du concret et plus précisément, parlez-nous de cette initiative Atlas. Voilà, donc effectivement, aujourd'hui, on avait déjà signé, donc c'était le mois de novembre 2023, lors de l'édition de l'automne à Paris, donc un appel à une transition agricole juste. Et donc aujourd'hui, on la concrétise, on lui donne un nom, donc Atlas. Et pour nous, Atlas, ça dit beaucoup de choses en tant que Marocains. Donc c'est un symbole de résilience, un symbole de force.
Et donc, de quoi il s'agit? Donc, il s'agit d'une initiative avec plusieurs parties prenantes. Il n'y a pas que, les acteurs du continent africain. Nous avons des acteurs du monde académique au niveau de l'Europe. On a des groupes, le secteur privé, on a le secteur de tout ce qui est associatif ou la société civile. Le point, c'est quoi? C'est comment partir d'une situation actuelle où, prenons le continent africain, où nous avons une sous-productivité, alors que nous avons le pourcentage des terres arables le plus important au niveau mondial, qui n'est pas encore utilisé. Est-ce qu'on va faire notre révolution verte de la même façon que ce qui s'est passé en Europe, ce qui s'est passé en Inde, ce qui s'est passé au Brésil, ou peut-on saisir l'opportunité que nous démarrons d'un terrain plutôt vierge, on va utiliser un terme anglo-saxon, un greenfield, et de dire il y a aussi il y a des connaissances, il y a de nouvelles technologies, donc on peut faire cette révolution. À partir du Maroc, Hicham À Habté? partir du Maroc, nous avons un très très bel exemple qui est un programme qui s'appelle Moutmir, comme vous le savez, qui accompagne les fermiers marocains. On commence par la science à partir de ce qu'on appelle la carte de fertilité. Ça a été rappelé ce matin dans un panel. Une fois on a cette carte de fertilité, on peut savoir exactement ce dont le sol a besoin en tant que nutriments. Donc on met exactement les quantités. Donc ça réduit le coût pour le fermier. Ça permet de préserver les ressources du sol et ça permet une meilleure productivité. Et en plus, nous avons lancé cette année une expérience qui s'appelle la séquestration carbone. En plus de l'amélioration de la productivité, le sol stocke du carbone, donc il y a des crédits carbone qu'on peut commercialiser sur le marché international. Donc le fermier, en plus de réduire le coût, améliorer la productivité, a une nouvelle source de revenus qui est la vente du crédit carbone. Voilà. Et donc ça, c'est un exemple concret ici au Maroc qu'on pourra généraliser au niveau du continent africain. Alors, en parlant du rôle des académiciens, Hicham Habté, vous êtes un fervent défenseur justement de l'inclusion des académiciens dans les prises de décision. Alors, il n'y a pas très longtemps, c'était en avril à Milan, l'Université Mohamed VI Polytechnique de Mguirer a pris part au sommet présidentiel de l'Alliance G7, ou U7 plutôt, lapsus révélateur, réunissant les universités des pays du G7 et d'autres pays du monde. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2024, avec, vous l'avez évoqué tout à l'heure, toutes les transitions, les changements brutaux parfois que connaît le monde, les académiciens ont enfin leur rôle à jouer dans les prises de décision publiques, dans les politiques publiques des pays? Effectivement, donc en avril dernier, il y a la réunion du U7+, donc c'est une alliance qui est très 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 jeune, donc qui a vu le jour en 2019 lors du sommet du G7 qui a eu lieu à Paris. Et il a été décidé de créer une alliance universitaire. Au début, ça aurait pu rester au niveau des universités des pays du G7, mais dès le départ, ils ont dit, mais en fait, on ne peut pas rester entre nous, il faut vraiment qu'on arrive à embarquer tout le monde universitaire au niveau mondial. Donc ils ont commencé avec quelques acteurs et l'UM6P en fait en fait partie depuis le premier jour. L'objectif étant de faire entendre effectivement la voix des académiciens sous forme de plaidoyer. Donc chaque session a lieu dans le pays qui accueille le G7. Cette année, c'est l'Italie. Donc c'est pourquoi nous étions à Milan le mois d'avril. Donc on prend des thématiques. Là, c'était sur changement climatique. C'était aussi l'accès à une éducation. En fait, comme vous le savez, le continent africain, sur les prochaines années, il y a plus de 500 millions de personnes qui vont arriver avant 2050. Comment faire pour assurer un accès équitable, on parle d'équitable juste, à l'éducation. Donc ces plaidoyers-là, donc il y a les académiciens qui travaillent sur ça. Il y a aussi, très important, la contribution des étudiants. Parce qu'il y a des forums qui sont animés par les étudiants et il y a des recommandations qui remontent. Et à partir de là, en fait, il y a un plaidoyer qui remonte au chef d'État du G7. Donc ça, c'est nouveau, hein, on va voir, c'est que la 5e, sachant qu'il y avait Covid entre-temps. Mais en fait, ça commence vraiment à avoir une importance au niveau de l'organisation du G7. Quand vous parlez d'accès à l'éducation et de l'égalité des chances par rapport à l'accès à l'éducation, vous me rappelez les principes même de la République
du philosophe Platon, et qui proposait justement de réunir tous les enfants en communauté. Et c'est un peu le concept, j'ai envie de dire, de l'UM6P, c'est en fait de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et autour du même objectif de la méritocratie. Vous y croyez encore à la méritocratie aujourd'hui? Comment œuvre l'UM6P pour parvenir à une transition, puisqu'on parle de transition, vers l'égalité, la justice, de l'accès à l'éducation à tous et à la méritocratie à tous? Oui, ben en fait, ça fait partie de l'ADN de l'UM6P. Aujourd'hui, pour illustrer mon propos, je vais prendre les étudiants que nous avons. Aujourd'hui, pour l'année académique 2023-2024, nous avons environ 5700 étudiants. Environ 3000 sont dans des filières qui sont complètement gratuites, à 100%. La seule condition pour y accéder, c'est réussir l'examen d'entrée. Donc, en plus, c'est principalement l'école de codage. Vous connaissez l'école 1337 ou l'UCode. Donc, il y a des examens, en fait, il y a des tests pour y accéder. Mais une fois on est dedans, l'école est complètement gratuite, elle est prise en charge. Donc, sur l'autre moitié qui reste, il y a plus de 80% qui sont boursiers. Donc, la seule condition, c'est réussir le concours d'accès. Et donc là, c'est là où la méritocratie, si on peut l'appeler ça comme ça, on est là-dedans. Je rajoute à ça, donc ça c'est l'UM6P. Vous le savez, il y a des lycées. Donc il y a le lycée Mohamed VI d'excellence, qui est juste à côté ici du campus, notre campus à Ben Guerir, où nous avons plus de 1400 élèves. Ces 1400 élèves, plus de quasi-totalité, c'est boursier, c'est pris en charge. Donc pareil. Ce sont des Marocains? Oui, ici à l'université, nous avons environ 9%. C'est des étudiants qui viennent principalement de l'Afrique subsaharienne. Au niveau du lycée, c'est 100% marocains. Plus de 70%, ce sont de jeunes filles qui viennent principalement du milieu rural, donc qui trouvent ici au niveau du lycée ce qu'on appelle un espace de bienveillance qui les accueille, qui leur donne l'opportunité, après c'est à elles, aux élèves en fait, de saisir l'opportunité qui leur est offerte pour pouvoir grandir, se faire un parcours au niveau de l'éducation, la recherche, l'entrepreneuriat, comme vous le savez ici, et juste à côté du campus, nous avons Startgate, où aussi on les invite à se développer, à développer des startups, à créer des emplois pour pouvoir accompagner aussi la communauté. Donc voilà un peu, j'ai dit tout à l'heure, ça fait vraiment partie de l'ADN de l'UM6P. On en est fiers, et on est fiers de voir que les résultats sont là. Alors nous sommes donc réunis ici pour ce forum de Paris sur la paix. Votre conception aujourd'hui de la paix et de la transition, Hicham Habté? En fait, je vais commencer par le lien entre les deux. On ne peut pas faire une transition s'il n'y a pas de paix. Et donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est aller au-delà de juste des plaidoyers et prendre des actions, d'où l'initiative Atlas. Pour moi, la transition doit rimer avec opportunité, avec développement, avec innovation, en disant comment je vois l'avenir, et de là, en fait, je construis ma trajectoire et je ne suis pas prisonnier des conditions d'aujourd'hui ou des contraintes d'aujourd'hui. Donc c'est un changement en termes de mindset, comment on voit l'avenir, et dire que le fait qu'on part comme j'ai dit, d'un greenfield, c'est un terreau d'innovation, mais en se basant sur la science, c'est important, sur la connaissance. Nous sommes là dans des laboratoires qui sont là pour accompagner cette transition. Exactement, c'est un laboratoire à ciel ouvert et c'est un laboratoire technologique, économique, agricole qu'est cette Université Mohamed VI Polytechnique. Je vous réitère mes remerciements, Hicham Habté. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était la première partie de Questions d'actu spéciale Forum de Paris sur la paix qui se tient pour la première fois en Afrique, ici à Ben Guerir, au campus de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Nous enchaînons dans quelques instants avec le fondateur du Forum de Paris sur la paix. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bienvenue à cet épisode spécial de Questions d'actu.
qui se tient ici à Ben Guerir, qui accueille au sein de ce campus ultramoderne de l'Université Mohamed VI Polytechnique, qui accueille eh bien, la réunion de printemps du Forum de Paris sur la paix. J'ai le plaisir donc, comme je l'annonçais tout à l'heure, d'accueillir le fondateur, directeur général de ce forum, Justin Weiss. Merci de répondre aux questions de Média TV. Merci de votre invitation, Radija. Alors juste pour faire la transition, parce que juste avant vous, j'avais le président de l'UM6P avec moi et la dernière question a été sur la paix. Avant de parler de toutes ces transitions énergétiques, économiques, mais aussi agricoles, peut-être une transition pacifique, deux guerres en cours dans le monde, beaucoup d'instabilité en Afrique, la paix et avant la justice, Justin Weiss. Bien sûr, alors malheureusement il y a plus de deux guerres dans le monde, je pense au Soudan notamment où la situation de la guerre civile est très très préoccupante, des tensions géopolitiques comme vous l'avez dit qui sont croissantes, mais je crois que c'est le même sujet en réalité, c'est un sujet d'ordre mondial, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de situation pacifique s'il y a une lutte pour les ressources, par exemple pour les minéraux critiques. Et aujourd'hui, on lance un conseil global sur les minéraux critiques. On n'aura pas de paix si on ne nourrit pas les gens. Et aujourd'hui, on lance le laboratoire Atlas qui va essayer de travailler à des meilleures politiques pour l'agriculture africaine, qui est très importante parce que non seulement il faut nourrir les Africains et servir leurs intérêts, il faut aussi nourrir le reste du monde et c'est en Afrique qu'il reste beaucoup de terres arables. Et donc, ces deux sujets, celui de la gouvernance mondiale, celui de la coordination entre les pays pour avoir des meilleures politiques de nos ressources communes d'un côté, et la question géopolitique, c'est-à-dire la question de la guerre et de la paix, sont en fait liées et on ne peut pas traiter l'une sans l'autre. La sécurité empêche d'avoir une bonne gouvernance mondiale, une mauvaise gouvernance mondiale mène à la guerre. Et ceux qui rendent impossible une révolution pacifique rendront inévitable une révolution violente, dixit John Fitzgerald Kennedy. Eh bien, je suis d'accord avec le président Kennedy. Avec le président Kennedy, c'est une plateforme de dialogue Nord-Sud avec, et bien sûr c'est d'actualité, l'émission s'appelle Question d'actu, avec les résultats des élections européennes. Comment voyez-vous l'évolution du dialogue Nord-Sud dans un futur proche et peut-être à moyen terme? Disons que Bon, je ne pense pas qu'on aille dans le sens d'une grande simplification de ces rapports Nord-Sud et c'est pour ça que le Forum de Paris sur la paix, depuis 2018 et encore plus depuis le Covid, parce qu'en réalité, le fossé Nord-Sud s'est beaucoup agrandi à l'occasion du Covid, du nationalisme vaccinal, de la question de la relance économique possible au Nord à cause des ressources fiscales difficiles au Sud, à cause de l'inflation qui a suivi, qui a renchéri les dettes des pays du Sud, à cause de la guerre en Ukraine qui a créé de l'insécurité alimentaire, de l'insécurité énergétique, etc. Et donc le Forum travaille beaucoup sur non seulement le dialogue Nord-Sud, mais aussi l'action Nord-Sud. Le nouveau visage, disons, du Parlement européen, en réalité, n'est pas très différent du précédent. Il y a une poussée de l'extrême droite, mais qui est limitée à quelques points de pourcentage. C'est beaucoup plus net en France, par exemple, ou dans une moindre mesure en Allemagne. Mais en réalité, en Italie aussi, on voit qu'il y a un vent bien sûr, de la droite, mais si vous regardez les résultats, droite qui souffle sur un peu partout en Europe. Tout à fait, c'est vrai. Et en même temps, regardons les résultats chiffrés, les résultats numériques. En réalité, le PPE, le principal parti, le parti en gros de droite en Europe, reste très dominant. L'extrême droite progresse un petit peu au Parlement européen, mais pas tant que ça. Une grosse différence, c'est pour la France, en effet, avec l'annonce de la dissolution du Parlement et de nouvelles législatives. Là, il va y avoir quelque chose, mais je pense que le président Macron continuera la série d'initiatives qu'il a prises pour ce dialogue Nord-Sud. Souvenez-vous, il y a un an, c'était le dialogue sur les questions financières, le sommet pour un nouveau pacte financier en juin dernier, avec la Banque mondiale, le FMI, etc., sur la question de la dette et la question de la transition climatique. Comment est-ce qu'on finance à la fois la lutte contre la pauvreté et la transition climatique? Et puis, des initiatives comme celle du Forum aujourd'hui sur l'agriculture, sur la nutrition, sur aussi la question des minéraux critiques. Puisque vous parlez de financement, le budget d'aide au développement a baissé en France de 800 millions d'euros. Ouais. Quel impact justement sur toutes les initiatives que vous avez évoquées et sur lesquelles travaille justement votre Forum de Paris sur la paix? Alors, dans le monde entier, les ressources concessionnelles ont tendance à diminuer. Les ressources concessionnelles, ça veut dire l'aide au développement, la traditionnelle aide publique au développement. C'est vrai aussi de la France, ça a été très vrai de la Grande-Bretagne notamment. À titre personnel, je le déplore, c'est dommage. La France continue à faire beaucoup et je pense que aussi beaucoup peut être fait par les organisations multilatérales. Cela dit, nous aurons besoin d'argent public parce que
autant il est vrai qu'on doit mobiliser le secteur privé pour notamment la transition climatique, parce qu'il est possible de financer cette transition, en tout cas la réduction des émissions, en grande partie par le secteur privé, par des fonds de développement, etc. Autant certaines dépenses, notamment les dépenses d'adaptation au climat, seront des dépenses publiques. Et donc, j'appelle les gouvernements, vous savez que le Forum de Paris sur la paix est un organisme non gouvernemental, Exact. indépendant, et donc j'appelle les gouvernements, y compris celui de la France, à faire plus et surtout à ne pas, disons, décranter, comme on pourrait dire en termes d'alpinisme, ce soutien au développement qui a été le leur pendant tant d'années. Et en termes d'histoire, je sais que vous êtes un féru d'histoire, Justin Weiss. Il y a eu beaucoup de transitions dans l'histoire de l'humanité, l'ère moderne avec les guerres mondiales, les 2 guerres mondiales, la guerre froide, qui a ensuite basculé vers l'âge de l'information, qui a donné comme impact des mouvements de la connectivité globale. Aujourd'hui, on peut dire que le mouvement est clairement environnemental. La transition énergétique aujourd'hui pourrait-elle, parce que nous sommes dans une réunion du printemps du Forum de Paris autour du thème des transitions. Quelle est la transition aujourd'hui de notre ère moderne, Justin Weiss, et quelles seraient d'abord les retombées, mais aussi comment peut-on mieux appréhender cette transition dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Alors clairement, on parle d'une transition verte, d'une transition énergétique, d'une transition agricole. Tout à l'heure, en session, l'une des oratrices disait « Mais pour beaucoup de pays africains, de quoi est-ce qu'on transitionne ? Puisque Oui. ce n'est pas nous qui avons pollué, ce n'est pas nous qui avons émis tout ce CO2. Et donc, si le thème d'aujourd'hui, c'est les transitions justes, c'est parce que, précisément, certains pays ont contribué bien plus que d'autres à la situation, au budget carbone où on est actuellement, c'est-à-dire au fait qu'on émet énormément de CO2 dans l'atmosphère, ce qui conduit au réchauffement climatique. Et donc, ce qu'il faut trouver, et c'est à travers des réunions comme ça qu'on peut y arriver, c'est le bon réglage de la participation de chacun. Il faut que chaque pays puisse assurer son développement, et c'est très vrai des pays sur ce continent. On ne doit pas leur demander de choisir entre leur développement et la transition climatique, et puis que les pays du Nord puissent faire un peu plus de place dans le budget carbone, c'est-à-dire décroître leurs émissions plus rapidement que ce qu'ils ont prévu actuellement, pour que beaucoup de pays du Sud puissent se développer, puissent occuper un peu ce budget carbone, parce qu'une partie de ce développement se fera nécessairement en émettant plus de CO2. Qu'est-ce que c'est que la transition quand on n'a pas de l'électricité 24 heures par jour ? C'est ça la vraie question. Et donc c'est ça qu'on essaye de traiter aujourd'hui, en voyant comment Nord et Sud, au lieu de s'opposer, au lieu de dire c'est de votre faute, c'est vous qui avez émis du CO2, ou les pays du Nord disant aux pays du Sud, bah oui, mais maintenant on est tous dans la même galère et il faut que chacun fasse des efforts. Bref, comment est-ce qu'on peut dépasser cette opposition-là et trouver des ressources et des modes de coordination, de gouvernance, pour à la fois assurer le développement de ces pays-là. On n'arrêterait pas cette soif de développement, elle est normale, elle est saine, il faut qu'elle soit aidée, d'un côté, tout en émettant moins de CO2. C'est ça le thème des transitions justes et c'est ça les politiques qu'on essaye de trouver ici aujourd'hui à Bengrer. Est-ce que vous pensez que les politiques justement d'aide au développement, elles sont perçues aujourd'hui, en tout cas du côté du Sud, comme révolues? Comment répondez-vous à cette nouvelle politique, à cette nouvelle philosophie du Sud vis-à-vis de la coopération qui vient comme remplacer dans les esprits cette philosophie de l'aide au développement? Je crois que c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire l'aide au développement traditionnel, celle où le Nord venait creuser des puits au Sud, est révolue en réalité. Vous le voyez même dans le vocabulaire. L'agence d'aide européenne de l'UE, qui s'appelait DEFCO, donc pour le développement, et maintenant INTPA, c'est-à-dire International Partnerships. Ce sont des partenariats parce que non seulement le Sud joue un rôle crucial dans la transition énergétique, mais on n'en est plus au moment où le Nord, d'une façon un peu néocoloniale, venait aider à creuser des puits, à créer des écoles. L'éducation, l'irrigation, etc. restent très importantes, mais on voit qu'il y a beaucoup de solutions qui viennent du Sud. Et je dirais pas très loin d'ici, la ferme expérimentale qui se trouve ici sur le campus de l'UM6P, le laboratoire de phénotypage, toutes les technologies qui permettent d'adapter l'agriculture, et notamment l'agriculture africaine, aux conditions climatiques, font qu'on n'a plus dans la traditionnelle aide au développement qu'on voyait dans les années 80, 90, etc. Et c'est cette co-construction d'une transition verte qui inclut le développement mais qui fait attention aux émissions de CO2 et
à la protection de la biodiversité. C'est ça qu'on essaye d'élaborer. Et c'est pas facile, c'est un nouveau, disons, développement politique. Ça ne se passe pas toujours très bien. Il y a des tensions, il y a des intérêts politiques et financiers. Il n'y a pas assez d'argent, on le disait il y a un instant. Mais au moins, on essaye avec tous les gens qui sont là. Et ici, il y a des Français, des Marocains, mais il y a aussi beaucoup d'Européens. Il y a aussi beaucoup d'Africains qui sont présents. Et il y a des gens du monde entier. Il y a des Brésiliens, des Mexicains, un grand contingent de Japonais. Il y a des Chinois et beaucoup d'autres. Il y a des Indiens. Et cette coopération-là, elle est mondiale, elle est plus simplement nord-sud, notamment soutien d'institutions indiennes pour certains pays africains et vice-versa. Parce qu'il y a des solutions qui s'élaborent ici pour le continent africain et qui sont valides pour l'Amérique latine, pour l'Asie du Sud et d'autres. Et donc c'est ça qu'on essaye de faire aujourd'hui et on espère ce soir arriver à être un tout petit peu avancé sur la route de cette coordination et de cette nouvelle définition de ce qu'est le développement. Nouvelle définition aussi de l'approche sur les minerais, notamment les minerais critiques que vous avez évoqués au début de cette interview. Absolument, bon, on le sait bien tous, on a absolument besoin de beaucoup plus de minerais critiques pour faire la transition verte. Si on veut moins de voitures à essence, il faut plus de voitures électriques. Si on veut moins de centrales à charbon et de centrales à pétrole ou à gaz, il faut plus de panneaux solaires et d'éoliennes. Or, les véhicules électriques, les panneaux solaires, les turbines, elles fonctionnent essentiellement à partir de ces minéraux critiques ou de ces minéraux de transition. On les connaît tous, le cobalt, le lithium, le coltan, le cuivre tout simplement, le nickel, etc. Or, il se trouve que une grande partie de ces minéraux-là sont dans le sous-sol africain. Et donc, la question c'est, est-ce que chaque pays, la Chine, les États-Unis, les pays européens, qui sont d'ailleurs assez en retard là-dessus. Est-ce qu'ils ne se sont pas justement fait damer le pion par ces autres puissances? Est-ce que l'Occident aujourd'hui ne paye pas finalement le prix d'une pseudo-absence sur le sol africain par rapport à cette transition énergétique, par rapport à l'évolution aussi même du verre? Oui, alors en fait, je crois qu'il faut être clair. Il y a un acteur qui a eu une stratégie très déterminée depuis le début des années 90, donc depuis 30 ans, c'est la Chine. La Chine a avancé ses intérêts de façon très stratégique, très maligne, on pourrait dire, et très efficace. Et ça n'est pas une question de compétition, c'est-à-dire je ne dis pas que ce que fait la Chine est mal, ce que je dis, non, la compétition est là. La compétition est là et qu'elle occupe une place importante et que par ailleurs, ça lui permet de fournir des panneaux solaires et des véhicules électriques à bas prix, ce qui est important pour nous tous, c'est-à-dire pour la transition verte. Simplement, ce qui est très important, et c'est ça sur quoi on travaille maintenant, c'est que cette nouvelle géoéconomie, si vous voulez, des minéraux critiques, ne doit pas ressembler à l'ancienne géoéconomie du pétrole et du gaz, c'est-à-dire à la lutte des pays les uns contre les autres pour s'accaparer les ressources, à ce qu'on a appelé le oil curse, c'est-à-dire la malédiction du pétrole qui fait que de nombreux pays pétroliers, à cause de la rente que cela crée, sont des pays non démocratiques, etc., etc. Il faut essayer de faire mieux. Vous avez parlé du Soudan. Le Soudan est aujourd'hui un exemple parlant. C'est malheureusement un bon exemple. C'est justement, et la cause même de ce conflit en cours aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est une guerre, mais c'est un conflit interne finalement. Cette guerre civile, absolument. Comme en Libye aussi, c'est en grande partie à cause du sous-sol, de ce qu'ils ont. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est faire mieux. On va quand même essayer de faire mieux. Et donc, pour faire mieux, alors nous, on met en place un conseil qui est vraiment un conseil nord-sud de 10 personnes qui vont prendre un pas de recul. Oui. C'est-à-dire qu'on a toute cette compétition pour les minéraux critiques avec tous ces effets pervers de standards qui baissent, de problèmes de standards environnementaux, sociaux et autres qui sont très bas. Et ce qu'on veut, c'est qu'eux définissent des standards élevés pour le marché, pour que ce soit un marché le plus libre possible au niveau mondial, parce que c'est ça qui baissera le prix, pour qu'il y ait des contrats qui soient honnêtes pour les pays de production, y compris les pays fragiles, comme la République démocratique du Congo ou d'autres, pour qu'il y ait davantage d'investissements dans des mines propres, pour qu'il y ait davantage de prospection dans des endroits où on pourra faire des mines. Ça prend plus de 15 ans pour développer une mine en moyenne. Exactement. Donc vous voyez, ça veut dire que ce qu'on fait aujourd'hui n'existera pas avant la fin des années 2030. Donc c'est urgent de faire ça et ce groupe de sages va recommander des politiques qui seront meilleures. C'est ça qu'on essaye de faire ici, aujourd'hui à Ben Guerir. Un dernier mot sur la justice, en un mot. Transition et juste. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être capable de faire des transitions justes ? Je le pense, c'est une question de volonté politique. Je pense que c'est aussi une question de coordination, d'accord. C'est-à-dire qu'on a vu ce fossé nord-sud qui s'agrandissait de plus en plus. On a aussi vu un fossé est-ouest, notamment entre Chine et États-Unis, qui s'agrandissait de plus en plus. Le dialogue entre nord-sud et est-ouest est de plus en plus compliqué. Et ce qu'on veut faire, c'est créer de nouveaux espaces
avec les États sont représentés ici, mais aussi avec tous les autres acteurs, les fondations, les entreprises, les banques de développement et les autres, pour justement aboutir à ces formules politiques. Et ce n'est pas écrit par avance qu'on n'y arrivera pas. Au contraire, si on y travaille, si on crée des objets comme ceux qu'on lance aujourd'hui, on peut y arriver, on peut au moins contribuer. Et au moins, on aura lutté. Si on n'y arrive pas au final, au moins, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. Et on aura essayé grâce à cette réunion du printemps du Forum de Paris sur la paix qui se tient quand même, rappelons-le, dans un contexte régional, mondial, des plus compliqués, mais la transition le plus douce, elle est la plus facile elle est à mettre en place. Merci beaucoup en tout cas Justin Weiss, merci d'avoir répondu aux questions de Média TV. Voilà, c'était la seconde partie de questions d'actu, spécial Forum de Paris sur la paix qui se tient ici à Ben Guerir. Nous revenons dans quelques instants, à tout de suite. Bienvenue à nouveau à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Questions d'actu, spécial Forum de Paris sur la paix qui se tient ici à Ben Guerir et qui réunit des décideurs politiques, des décideurs économiques, mais aussi des acteurs de la société civile. Nous avons écouté la perspective des académiciens. On a aussi suivi juste avant la perspective des organisateurs, donc du Forum de Paris sur la paix. Nous écouterons tout de suite la perspective du secteur privé qui joue un rôle essentiel dans toute transition qui concerne notre continent. J'ai le plaisir d'accueillir le cofondateur d'un cabinet de conseil panafricain. Il est également ancien Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou. Merci de répondre aux questions de Média TV. Bonjour et merci à vous. Alors le thème, ou la thématique principale, ce sont les transitions justes. Est-ce qu'il y a une justice dans la transition ou comment on voit la transition énergétique pour l'Afrique? Pour être bien sincère, nous on est plutôt sous le signe de l'injustice en fait. Parce qu'en termes de développement, il y a trop peu de ressources pour faire des progrès décisifs, en tout cas dans les ressources publiques. Et donc on a effectivement une urgence à pouvoir travailler avec des capitaux de l'épargne privée, avec des entreprises, parce que manifestement, l'aide publique au développement ne suffit pas à assurer le développement. Dans le continent, il y a quelques expériences réussies, évidemment, mais la majorité des pays restent quand même dans l'extrême pauvreté. Mais il y a encore plus d'inégalités dans le domaine de la transition énergétique et des problèmes du climat. Parce que vraiment, là, c'est absolument patent. L'Afrique est victime de changements climatiques pour des choses dans lesquelles elle n'a aucune responsabilité. Parce que, vous voyez, on représente 18% de la population mondiale et 3% des émissions de gaz à effet de serre. Donc il n'y a aucun doute. Nous sommes le seul continent qu'on pourrait appeler net zéro, c'est-à-dire qui, en fait, ne dégage pas des émissions de carbone compte tenu de tout ce qu'il fait en absorption du carbone du reste du monde. Grâce aux forêts africaines, grâce notamment au bassin du Congo, au pays des Grands Lacs, etc. Donc nous sommes le seul continent qui a atteint ce que certains cherchent à atteindre en 2040 ou en 2050. Nous sommes net zéro. Ça ne tiendrait qu'à l'Afrique, on serait dans un moment de refroidissement de la planète. Et pourtant, nous avons aujourd'hui, en termes de baisse de nos rendements agricoles, de sécheresse et d'éléments climatiques catastrophiques, comme on le vit ici même, au Maroc, avec 5 années de suite de sécheresse qui obèrent le développement. Nous n'avons que les conséquences négatives de l'action des autres dans l'histoire. Et en plus, on nous conteste jusqu'à un certain point le droit de développer notre industrialisation. Et utiliser nos propres ressources, si elles sont justement fossiles ou d'origine fossile. Mais on a effectivement du gaz et du pétrole. Les Occidentaux, les Chinois, etc., sont en matière de gaz tellement dépendants de la Russie, il faut se passer de la Russie pour les uns ou profiter pour les autres. Mais en attendant, on ne nous parle pas trop de notre gaz parce qu'on a besoin de notre gaz. Mais on nous parle de notre pétrole en disant vous n'y avez pas droit. On n'a pas droit, peut-être, mais nous sommes le seul continent où 40% de la population n'a pas accès et dans certains pays, c'est 70% de la population, à l'électricité. Comme vous n'avez pas l'électricité, vous perdez vos récoltes parce que vous ne savez pas
les conserver, vous n'avez pas de chaîne de froid. Mais nos femmes dans un pays comme le mien, elles sont dans des maternités où les sages-femmes n'ont pas l'électricité. Et vous imaginez les naissances où on a une lampe électrique entre les dents. Enfin, c'est incroyable en termes de vie humaine de ne pas avoir l'électricité. C'est terrible pour l'éducation aussi. Vous n'avez pas l'accès aisé à tout ce qui vous permettrait d'avoir des ordinateurs, Donc des en fait, la smartphones. transition est différente dans le sud que celle qui est exigée par le nord, ou en tout cas qui est entamée par le nord. Voilà, et il faudrait qu'on nous respecte assez pour qu'on ait le droit de faire ce qui va nous permettre d'avoir une transition rapide. Et ça, c'est beaucoup l'agriculture, parce que là encore, en Europe, l'agriculture, c'est 2% de la population active. En Afrique, c'est 50%. Donc pour nous, le fait de la rendre productive, le fait d'ailleurs de le faire dans des conditions durables, soutenables, regardez ce qui se passe au Maroc en termes de coût du solaire et de l'éolien, vous êtes au prix les plus bas du monde. Avec ça, vous pouvez faire, dans la maîtrise de l'eau, etc., vous pouvez faire des progrès que le reste du monde ne peut pas faire. Mais il nous faut la liberté de le faire et les financements pour le faire. Nous avons des ressources nous-mêmes, d'ailleurs pas toujours investies en Afrique, donc on a un vrai sujet entre nous. C'est cela, en j'allais Afrique vous interpeller et le là-dessus. reste du monde. Mais j'allais vous interpeller là-dessus, et cela vient aussi en réaction. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt lors de votre intervention sur le panel d'ouverture de ce forum de Paris sur la paix. Vous avez parlé d'un point essentiel qui est celui du financement du développement en Afrique. Et là, vous mettez le doigt sur un point essentiel. Pourquoi les capitaux africains ne sont pas investis en Afrique? D'abord, Lionel Sinsou. Et aussi, comment dérisquer les investissements étrangers en Afrique? Alors, donc, deux questions en une. Hein. Oui. Le problème du risque, c'est une perception par le reste du monde qui est une perception fausse. Alors, c'est tout un travail. C'est-à-dire, il faut faire le plaidoyer de l'Afrique, mais il faut simplement dissiper les ignorances. En Afrique, il y a beaucoup de projets rentables, plutôt un peu plus que dans des pays qui ont des croissances plus faibles que les nôtres, parce que nous avons aussi aujourd'hui des croissances, il faut bien voir, qui ressemblent beaucoup à celles de l'Asie. Mais on ne nous fait pas le crédit de penser que nous avons cette dynamique. Et alors ça, c'est un premier problème. Comment on va faire baisser la perception du risque? Et pendant que le risque reste mal interprété, il faut donner des preuves, des garanties. Bon. Donc il y a toute une série de panoplies d'instruments, de garanties pour attirer des investisseurs, parce que ces investisseurs se trompent un peu sur notre statut. Donc ça, c'est le problème du risque. Mais est-ce qu'ils se trompent à tort ou à raison? Quand on voit le degré d'instabilité aujourd'hui, par habitude, vous dites, M. Zinsou, pourquoi? C'est beaucoup plus simple, si vous voulez, d'investir près de chez soi. Et il y a une espèce d'hystérisation des problèmes politiques. Si vous voulez, nous sommes loin d'être le seul continent où il y a des conflits. Souvent, il y a une guerre terrible en Europe. Bon, nous sommes très loin d'avoir le monopole de l'instabilité politique, franchement. Vous venez de voir des élections européennes en Europe avec des poussées populistes incroyables, d'extrême droite incroyables, etc. Néanmoins, on nous considère, à cause de tel coup d'État dans tel pays, comme étant la condition de toute l'Afrique. Donc, il y a une vision tellement rudimentaire, en fait, de notre continent. On a un besoin dans lequel, d'ailleurs, votre métier est essentiel. Les réseaux sociaux sont essentiels. Les conférences comme celle qui se tient maintenant, ce forum qui se tient dans un lieu absolument emblématique de la connaissance, de la technologie, de l'innovation de l'Afrique. Il faut multiplier ce genre de manifestations pour que les gens se fassent une idée à peu près exacte de l'Afrique. Ils ont un arrêt sur image sur une Afrique qu'ils ont colonisée ou sur une Afrique qu'ils ont dû soutenir dans les toutes premières années d'indépendance. Il y a un arrêt sur image. L'Afrique d'aujourd'hui est, pour un investisseur, un bon choix, sauf que les investisseurs sont peu nombreux à le savoir. Et on va être obligé, effectivement, de dérisquer, comme vous dites, c'est-à-dire de leur donner des primes d'assurance
que normalement on n'aurait pas dû avoir à payer, Mais si on va, voit on qu'il y a va le faire. l'exemple qui est donné par les investisseurs africains eux-mêmes, Et ça, c'est un est-ce problème. que c'est pas cela qui donnera l'exemple? Est-ce que c'est pas cela qui va justement besoin de- aider à drainer des investissements étrangers, des fonds de pension américains par exemple, que sais-je? Mais on le voit, l'essentiel des capitaux n'est pas investi en Afrique, Lionel Zinsou. Vous connaissez le sujet peut-être mieux que moi. Nous avons très peu, si vous voulez. Prenez la finance climat, Oui. où là quand même on a des positions très fortes sur les renouvelables. On utilise très peu de notre capacité hydraulique qui est considérable, peu du solaire qui est considérable, peu de la biomasse. Donc normalement on est le continent le mieux fait pour l'énergie renouvelable. Nous sommes, pour la finance climat elle-même, au fond le point le plus faible de la planète. Les gens préfèrent vraiment investir en Europe, en Amérique du Nord, en Océanie plutôt qu'en Afrique à cause de ces problèmes de perception de risque. Et je crois qu'il faut absolument que les Africains donnent l'exemple. Et le secteur privé africain, parce qu'il n'y a pas que l'investissement privé extérieur. Je crois qu'il est en train de donner les entreprises, parce que si je prends l'OCP par exemple, qui est pour beaucoup dans la création de l'université Mohamed VI, c'est une entreprise d'État, mais qui fonctionne dans des règles de marché. Donc quand on dit le secteur privé, moi je préfère qu'on dise le secteur des entreprises. Et si on fait qu'elles soient d'État, qu'elles soient mixtes, qu'elles soient cotées, qu'elles soient privées, il faut que les entreprises africaines prennent le relais en fait. Parce que si on ne donne pas l'exemple, ça va être difficile de convaincre que nous n'avons pas confiance. Et nos fonds de pension, nos réserves de change, aujourd'hui, elles sont plus occupées à financer du déficit américain en achetant des bons du trésor américain que des bons du trésor du Royaume du Maroc ou d'un pays comme le mien, la République du Bénin, en se disant c'est plus sûr. Alors il faut absolument rompre avec ça. Il faut que nous donnions nous-mêmes la preuve de la confiance. C'est pour ça que c'est important d'être ici sur ce campus où il y a autant d'Africains non marocains, de Marocains que de citoyens du monde, pour montrer nous croyons en nous-mêmes et nous le prouvons. Vous voyez, c'est très important. Mais il n'y a pas beaucoup de pays, il y a peut-être 5 ou 6 pays qui ont la même dynamique que le Maroc. Il faut qu'on arrive à la partager à 54. Ça, c'est quand même une condition vraiment importante sur laquelle moi j'insiste toujours. Donnons la preuve que nous sommes un continent rentable, qui fait une croissance qui est en moyenne 4 fois celle de l'Union européenne. Exact. Mais il faut que les gens cessent d'ignorer l'Afrique et que les Africains cessent d'ignorer l'Afrique eux-mêmes. Dernière question, vous avez parlé tout à l'heure aussi dans votre intervention de biocarburant à partir de manioc. Or, et cela m'a interpellée, c'est pour ça que je veux finir cette interview avec cette question, cela m'a interpellée par rapport à la sécurité alimentaire. Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans un piège dans lequel d'autres pays sont tombés, où la fabrication de biocarburants, de carburants verts, va au détriment de la nutrition des populations? C'est une excellente question parce qu'en fait, elle reflète le fait qu'on pense encore complètement dans des codes qui sont européens, nord-américains, etc. Nous, ce qui nous arrive en manioc, et le manioc, c'est la calorie la moins chère, donc la plus décisive pour l'alimentation des Africains. Le manioc, nous en tirons en moyenne 6 tonnes par hectare. C'est des tubercules, 6 tonnes par hectare. Quand on a un débouché valorisé, comme par exemple de faire de l'amidon, de faire des édulcorants, de faire du carburéacteur pour les avions totalement green, on est capable de passer des contrats à long terme avec les agriculteurs et on peut faire 30 tonnes à l'hectare. Quand vous avez cette capacité de croissance, alors ça demande des engrais, ça demande de l'irrigation, ça demande des semences sélectionnées, tout ça, ce sont des technologies bien maîtrisées. Quand vous faites ce genre de progrès, vous pouvez vraiment partager ce qui va aller à l'alimentation humaine supplémentaire, aux revenus des agriculteurs, évidemment, parce que 30 tonnes à l'hectare, c'est considérable par rapport à 6, et on peut parfaitement dégager la possibilité de faire des biocarburéacteurs qui ne sera pas, ou encore une fois des édulcorants ou de l'amidon, qui ne sera pas du tout en contradiction. Si vous partez d'une agriculture à l'européenne, déjà à un niveau de productivité très élevé, vous n'allez pas gagner grand-chose avec les technologies, et donc vous avez une vraie contradiction, enfin, vous avez un choix dans l'espace. À partir du moment où nous avons cette capacité énorme de progrès,
On n'a pas à faire ce choix dans l'espace. Donc c'est pour ça que c'est en Afrique que va se localiser en réalité toutes ces productions qui ailleurs seraient effectivement une réduction du potentiel agricole et du potentiel de nutrition. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que le forum, il est très fondé cette année ici, à Ben Guerir, sur la nutrition et la sécurité alimentaire. Exact. C'est fondamental, mais nous avons la seule clé, c'est qu'on peut faire aujourd'hui, on part de bas, on peut faire aujourd'hui un tel progrès de production et de productivité que la contradiction qui existe en Europe, elle n'existe pas en Afrique. Ça, c'est déterminant, si vous voulez, comme question. Mais si on se met à penser tout ce que je vais faire comme progrès en énergie renouvelable va me priver de mon alimentation, on a intériorisé un raisonnement qui ne nous concerne pas, parce que nous avons cette réserve énorme de production. Merci beaucoup Lionel Zinsou d'avoir répondu à nos questions. Merci encore une fois. Merci madame. Voilà, donc c'était la troisième partie de Questions d'Actu. Nous revenons dans quelques instants pour la dernière interview de cet épisode spécial Forum de Paris sur la paix qui se tient ici, dans ce campus à Ben Guerir de l'Université Mohamed VI Polytechnique. À tout de suite. Vous regardez toujours Questions d'Actu qui s'est délocalisé ici à Ben Guerir, donc pour couvrir cet événement phare, celui de la réunion du printemps du Forum de Paris sur la paix. Place à présent à la perspective de la société civile. J'ai avec moi une femme entrepreneur marocaine, mais aussi membre de plusieurs associations qui œuvrent justement en faveur de transitions diverses. Radia Cherhlou, bonjour et merci de répondre à nos questions. Bonjour et merci à vous de m'accueillir. Alors bien sûr, la première question, naturellement, le rôle de la société civile pour opérer des transitions efficaces et efficientes et surtout douces à même d'apporter un impact sur la société. Le rôle de la société civile dans cette transition, il est évidemment majeur à plusieurs égards. D'abord, la société civile, souvent, c'est le partenaire du terrain. C'est au plus proche des enjeux et donc c'est quelque part les faiseurs et les faiseuses, bien sûr, et les acteurs du changement et qui accompagnent justement ces transitions-là. C'est aussi souvent des acteurs et des actrices qui ont des connaissances du terrain qui sont extrêmement fines et qui sont précieuses pour d'autres types de partenaires, que ce soit du secteur privé ou du secteur public, pour venir un peu rendre compte de la réalité du terrain. Et enfin, bien sûr, on ne peut pas parler de la société civile sans parler de son immense rôle dans le plaidoyer à mener justement ces transitions avec justesse et en s'assurant qu'elles soient durables et profitables à tous et à toutes. En parlant d'impact, est-ce que réellement aujourd'hui la société civile joue son plein rôle en ce qui concerne, vous avez parlé de plaidoyer, est-ce que ce plaidoyer est entendu? Est-ce qu'il est écouté? Quelle complémentarité aussi avec l'action gouvernementale? Alors, justement, on en a beaucoup parlé, notamment lors des sessions ce matin, et plusieurs acteurs à très juste titre, que ce soit de la société civile ou autres, ont appuyé l'idée que le temps du plaidoyer devait maintenant être le temps de l'action. On est dans des urgences diverses, plurielles. Malheureusement, j'ai beaucoup entendu le mot pessimisme depuis ce matin. On se doit, évidemment, et surtout en tant qu'acteur de la société civile, on se doit de garder espoir pour garder l'énergie de l'action et de l'engagement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le temps est venu de l'action. Je pense que la société civile doit continuer à faire du plaidoyer. Le chemin vers des transitions durables, il est encore extrêmement long, il est fastidieux. Et surtout, il y a un point important, c'est que dans ces transitions-là, nous sommes là pour discuter de ces transitions, mais c'est faux que de vous dire que pour notre continent, les réponses existent. Et donc, au même titre que d'autres typologies d'acteurs, nous avons une responsabilité de transitionner aussi dans de nouvelles manières d'opérer et de nouvelles manières de collaborer. Et c'est aussi l'occasion de réappuyer un nouveau rôle pour la société civile, qui est celui peut-être d'accélérer le changement. Alors, comment accélérer le changement? Comment transitionner du modèle actuel de la société civile vers un modèle un peu plus adapté aux particularités de notre temps et bien sûr le cas du Maroc peut être aussi transposé dans plusieurs pays africains, il n'y a pas de raison. Non, bien sûr que non. Et au même titre que nous pourrions tout à fait nous inspirer de bonnes pratiques
africaine pour nourrir. Et on est dans un endroit qui accueille justement cette diversité de points de vue et cette nécessité de l'expérimentation. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses. Bien sûr, la société civile elle a besoin de moyens. Elle a besoin qu'on lui donne les moyens de l'action, qu'on lui donne justement cette latitude d'action. Mais je pense que ce soit les acteurs du secteur privé, que moi j'accompagne dans ma vie d'entrepreneur aussi, qui de plus en plus cherchent à opérer un changement, à réduire leurs impacts négatifs, à créer de nouvelles formes de valeurs partagées. Ce n'est pas le rôle d'une entreprise de le faire. C'est pour ça qu'on a besoin de rôle de la société civile fort, robuste, et aussi que la société civile puisse aussi jouer, pardon, je suis embêtée, puisse aussi jouer son rôle de contrepoids dans la société, de dire les choses quand elles doivent être dites, de dénoncer quand ça doit être dénoncé. Bien sûr, les acteurs publics nous donnent la voix. Ils donnent une orientation et aussi une temporalité. Et c'est à la société civile de pouvoir aussi s'accaparer ces questions-là pour pouvoir déployer et mettre en œuvre, à condition d'avoir évidemment les moyens pour tenir le temps long, parce que le changement, c'est du temps long. Est-ce que vous pensez qu'il y a une priorité dans ces transitions, selon vous, Radia Cheikh Lhlou? La priorité, pour moi, la priorité est une difficulté, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, loin de là, c'est l'interconnexion des enjeux. C'est aujourd'hui, on parle de tout, on parle d'environnement, on parle de réduction des inégalités, de lutter contre la pauvreté, d'opérer un meilleur accès à la santé. Tout cela, ce sont des questions différentes, néanmoins interconnectées. Et la solution doit pouvoir avoir un effet ricochet pour pouvoir justement cibler ces différents enjeux. Et le fait d'être ici nous interpelle aussi sur la justice. Quand on parle de transition juste, oui. Jusqu'à quel point ce concept est-il réaliste? Il se doit d'être réaliste. Enfin, me concernant, et je parle évidemment que pour moi, il est important justement, la force d'une société, elle s'exprime aussi dans sa capacité à être là pour les plus vulnérables. Et c'est là, cette justice sociale et cette justice environnementale aussi, il est important qu'elle puisse être orientée vers celles et ceux qui en ont le plus besoin. On est dans notre pays qui n'est pas le pays le plus impacté par la crise climatique, même si on subit un stress hydrique quand même extrêmement important. Et bien, dans notre pays, il y a un risque de migration climatique de 2 à 5 millions de personnes. Qu'allons-nous faire pour faire en sorte que les gens puissent rester chez eux et ne pas souffrir de tout ça? Bon, dernière question, mais je vous demanderai une réponse en un mot, Radia Cheikh Lhlou. Entrepreneuriat et engagement civil. Là aussi, c'est interconnecté, c'est une seule lutte. C'est une seule lutte. Merci beaucoup en tout cas. Merci Madame Lhlou d'avoir répondu à nos questions. Toujours Merci un plaisir beaucoup de vous accueillir. Voilà, c'était donc cet épisode de Questions d'Actu spécial Forum de Paris sur la paix qui s'est donc tenu ici au campus de l'Université Mohamed VI Polytechnique à Ben Guerir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.